Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 147. Et ma foi, dans cette chronique, je vais essayer de synthétiser un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre les mécanismes de la délinquance et la doxa capitaliste dans nos sociétés. Bien entendu, tout le monde ne peut pas acquérir le précieux sésame, en l'occurrence le capitalisme, et sont enclins effectivement à être influencés depuis le jeune individu voit le jour sur cette terre, un système qui lui impose effectivement l'acquisition de matériel, et s'il ne valide pas la possibilité par le fruit de son travail, par une multitude d'éléments, par les études, d'y arriver, il ne peut pas posséder ce que finalement au fond la société de la marchandise, dans tous ses états et dans tous ses relais, lui impose au quotidien par une multitude d'images. Alors bien entendu, quand on parle de violence, plus particulièrement, souvent on le fait au sens large, parce que la violence, je dirais, a plusieurs liens multiformes, et on ne se réfère pas seulement aux situations de violence physique, mais aussi de violence psychologique, de violence ethnique, de violence religieuse, de violence sexuelle, voire même plus important, ce qu'on oublie, la violence sociale. Alors certains disent oui, mais le social n'explique pas tout. Oui, mais je suis foncièrement désolé. Quand on ne peut pas se loger, quand on ne peut pas manger, quand on ne peut pas avoir une vie décente et quand nous vivons dans un monde d'abondance, il est très difficile de ne pas considérer cela comme une violence. Je prends le cas d'espèce du SDF glanant les rues d'une grande capitale, auquel les boutiques sont très bien achalandées le jour de Noël, et lui-même n'a que la rue comme perspective d'avenir et la misère comme outil. Alors je vais essayer de parler de cette violence, j'appelle la violence économique, qui est aujourd'hui la base ou la mère de tous les vices, même si certains me disent que non, mais je pense qu'il est clair que cette violence discrimine l'autre à cause de sa condition de classe. Et encore une fois, les chantres du grand capital, les chantres du système qui ont le nez sur le guidon, qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe réellement, nie absolument le fait qu'il y ait un problème de classe. Alors, aujourd'hui, on parle souvent de la discrimination à cause de la race, à cause de la religion, de l'origine ethnique. Et quand on soumet l'autre et qu'on le prive de ses droits, quand on commet des injustices, mais parfois les injustices provoquées par la violence économique sont plus, je dirais, importantes, puisque effectivement cela touche l'existentialité, ou cela même par l'individu, ses moyens de subsistance. C'est là où c'est assez, je dirais, excusez-moi du terme, mais c'est assez vicieux, parce qu'ils ne sont pas simples à percevoir. Et parce que les limites et les responsabilités ne sont pas toujours claires. Bien entendu, on a souvent, je pense que beaucoup d'individus ont l'habitude d'entendre, ce sont les forces du marché, quand on tente d'expliquer certains phénomènes par lesquels, je dirais, des millions de personnes, bien aujourd'hui quand on parle sur le monde entier, on parle de milliards de personnes qui aujourd'hui non seulement ne sont même plus esclaves, n'ont plus une activité où ils seraient soumis à un potentat, mais ils sont bel et bien pestiférés, marginalisés et exclus, c'est-à-dire ils ne font même plus partie de la structure hyper capitaliste qui pourrait leur donner, je dirais, un semblant de dignité.
Alors, qui sont les victimes et qui sont les bourreaux, finalement, au fond? Parce que c'est cela qu'il faut essayer d'extraire. Bien sûr, je dirais, analyser les mécanismes qui aboutissent à, je dirais, à la violence économique peut s'avérer extrêmement révélateur. Mais je dirais, analyser de plus les mécanismes par lesquels, je dirais, la violence économique se réalimente avec d'autres types de violence, parce que souvent elle est sous-jacente, elle est tapie sous l'ombre dans certaines idéologies, et cela pourrait nous faciliter une certaine compréhension, du moins je dirais en partie, voire une esquisse de cette, je dirais, de cette complexité de situation actuelle dans le monde. Alors je voudrais préciser dès à présent que je ne prétends pas, dans mon analyse, d'expliquer tous les phénomènes sociaux à partir de l'économie. Bien que, aujourd'hui, aussi étrange que ça puisse paraître, l'économie de marché, le capitalisme, la financiarisation du monde, je dirais, prend une part plus qu'importante. Alors, ce serait, en étant honnête, tomber dans une autre forme d'économisme et méconnaître absolument la vérité sur, je dirais, la dimension du phénomène humain. Il ne s'agit pas de cause et d'effet, sinon, je dirais, au mieux, de relations et de concomitance, où le facteur économique, et en particulier la violence économique, joue leur rôle à l'intérieur d'un schéma bien plus complexe. Finalement, ils sont les éléments qui permettent de huiler la machine. Cependant, ce que j'essaye d'expliquer dans cette petite analyse, où le travail finalement et l'économie, je permettent de prendre une certaine liberté et de regarder à partir de l'interaction des phénomènes sociaux. Je voudrais préciser qu'il s'agit seulement d'un point de vue qui n'est pas impartial. Encore une fois, je tiens à préciser que cette analyse n'engage que moi-même. Mais je veux y apporter une petite réflexion pour que d'autres puissent exploiter certaines pistes. Bien entendu, cela sera, je dirais, loin d'être épuisé par des concepts très généraux qui sont à développer. Bon, alors, la violence générée par les systèmes économiques. Est-ce que, finalement, comme disait Marx, est-ce que c'est un concept général où on peut dire que tout système qui place le fait économique comme centre de gravité est violent en soi, puisque par définition, la violence du travail, rappelez-vous, l'étymologie du mot travail, tripalium, instrument de torture. Donc, il peut y avoir deux analyses. Alors, pour ce qu'il en est finalement effectivement sur ce concept, je dirais, économique, il met sur un plan secondaire les valeurs humaines. Puisque le capitalisme, ou l'économie telle qu'elle est définie aujourd'hui, fait fi, je dirais, des valeurs éthiques et des valeurs humaines. C'est une réalité. Alors il est certain qu'au moment de chercher des exemples de violence économique, finalement, au fond, on peut en rencontrer en abondance dans l'économie capitaliste. Et je dirais même, elle favorise aujourd'hui, puisque les individus ne sont plus des théoriciens contrôlant la machine, mais la machine a dépassé le théoricien. Le théoricien est là finalement aujourd'hui pour essayer, comme disait Spengler, dans le déclin de l'Occident, deuxième volume,
dans sa fameuse frise économique, il expliquait qu'effectivement, à un moment donné, le monstre dépasse le maître. Et le maître ne peut finalement, au fond, plus que gérer les écarts. Et puisque c'est le système dominant dans la majeure partie du monde, cela ne doit pas nous faire oublier les dégâts commis dans d'autres systèmes économiques, dont les fondements partent souvent d'idéologies qui, paradoxalement, je dirais, proposeraient ou y ont proposé d'améliorer la situation de l'être humain. Alors, si je peux me permettre, pour ne pas être trop caricatural, voire même grossier, nous trouvons dans certains génocides historiques la volonté d'imposer à feu et à sang certains schémas politiques et économiques. Depuis, bien entendu, les théories de l'espace vital pour le développement de leur peuple, avec lesquelles le nazisme a prétendu justifier l'expansionnisme, toujours ce rapport économique pour un peuple, au détriment des autres, avec la soumission et l'extermination des dénommés, dont le système aura besoin de justifier, tels que par exemple les races inférieures, en passant par les millions de morts, effectivement, dans certaines régions du monde. Rappelons aussi, je dirais, les problématiques que peuvent engager les embargos de ces pays qui tiennent la doxa et qui font la pluie et le beau temps. Alors, sans arriver au cas extrême des génocides, dans tous les régimes qui ont tenté, je dirais, d'imposer à partir d'un État ou même d'une structure extérieure, d'une conciliation entre différentes structures que peuvent représenter également, je prends le cas d'espèce de l'OTAN ou même des États-Unis, un système politique économique inventé par exemple par un groupe d'individus, nous trouvons fatalement tout type de violation des droits humains, pour ne pas parler des droits de l'homme. Cependant, je voudrais préciser que la responsabilité principale de ces dégâts était celle de ceux qui ont exercé le pouvoir dans des nations, puisque acceptant effectivement, se faisant complices du système et ayant laissé pénétrer à l'intérieur de leur propre pays cette façon, je dirais, de gérer. Alors, il a existé aussi également, je voudrais le citer, une complicité, je dirais, d'une partie des peuples, car on ne peut pas non plus dédouaner tous les peuples. Je prends un ordre d'exemple, quand les individus se dépassent le dimanche pendant leur jour de congé pour aller voter pour Nicolas Sarkozy, il est bien évident qu'ils ne peuvent plus après se plaindre, ça je suis d'accord avec Attali, le vote est une responsabilité qui engage l'individu. Alors, c'est bien beau d'avoir critiqué ensuite le système économique quand on a voté pour des individus qui se sont présentés comme étant, je dirais, les dignes représentants de ce système économique. Donc, pour cela, effectivement, il y a aussi une responsabilité principale des peuples. Donc, bien entendu, quand je parle de complicité des peuples, je parle d'une complicité d'une partie des peuples qui a permis que leur haine de la pauvreté, souvenez-vous, quand Sarkozy s'en prenait aux chômeurs en disant que ce fut des assistés, pour mieux finalement assister les oligarques auxquels il était le digne représentant, et bien ma foi, c'est grâce à une partie de la population que cela a pu se faire par le biais des urnes. Donc, souvent, bien entendu, cela a permis de canaliser la haine et le ressentiment envers l'autre classe.
Certains y voient également un dénominateur commun sur une vision racialiste, ethniciste, et en définitive, ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ça la problématique, la classe sociale. Pourquoi je parle de classe sociale? Parce que je pense qu'un individu, et je l'ai répété essentiellement dans des audios précédents, un individu appartenant à une classe sociale pauvre, qu'il soit d'origine maghrébine ou d'origine française, dans un quartier pauvre, et nous avons son alter ego de l'autre côté, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers favorisés, les quartiers riches, également un immigré, mais un immigré culturel, on va dire culturo-économique, excusez-moi du terme. Nous avons un shir saoudien qui habite à côté d'un Français dans le 16e arrondissement, et nous avons cette configuration où nous avons un individu d'origine maghrébine habitant à côté d'un Français de souche, dans des quartiers défavorisés. Donc on peut parler réellement de dimension de classe sociale. Et bien entendu, pourquoi j'insiste là-dessus? Pour la simple et bonne raison que le capitaine d'industrie, M. Dupont, Français de souche de son état, préférera avoir comme voisin un arabe du Golfe ayant les codes, les us et coutumes de la financiarisation et de la connaissance des affaires du monde, plutôt qu'un maghrébin comme voisin qui serait ouvrier. Et à l'identique pour le Français qui préférera avoir un voisin effectivement richissime plutôt qu'un voisin français et ouvrier. Donc nous sommes dans le cas d'espèce effectivement dans une problématique que je dirais dimension de classe. Alors cela bien entendu a été non seulement exacerbé ces derniers temps, mais utilisé par les dirigeants comme combustible pour le moteur révolutionnaire. Je prends le cas d'espèce des Gilets jaunes, même si je dirais que leurs motivations sont extrêmement clairs, mais leur modus operandi n'est absolument pas clair, puisqu'on ne connaît pas la doxa, le programme. En tout cas, ils sont assez divisés. C'est finalement, au fond, ce qui constitue leur faiblesse. Alors revenons effectivement à la violence économique. Si on veut parler par exemple de massacre, de génocide, bien que ce mot est très connoté, le capitalisme a de nombreux exemples à nous donner, depuis les dégâts de la colonisation en Amérique, en Afrique et en Asie, en passant même par les guerres entre puissances industrielles, suivies par des politiques, je dirais même répressives, qui ont laissé des centaines et des milliers de disparus dans toute l'Amérique latine, et qui continuent aujourd'hui avec les invasions territoriales recelant des réserves de pétrole, car toujours la même problématique, l'intérêt et la stabilité de celui qui est le dominant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je dirais, la violence générée pour imposer et soutenir des systèmes politiques et économiques déterminés, recherchant en général le bénéfice de certains secteurs, et implanter, je dirais, par la force des schémas idéologiques déterminés. Nous l'avons vu, je l'ai cité dans des audios précédentes, concernant le cas ukrainien, ou même de la fin de l'Union soviétique. Mais je dois aussi signaler que les situations de violence qui ont été générées par de tels systèmes économiques, et le fait aussi, je dirais, de leur propre dynamique, portent en lui, je dirais, la problématique de cette violence. Alors, le capitalisme, au nom des libertés individuelles et en suivant le culte du libre marché, the free market, a généré les conditions pour que, je dirais, l'économie se transforme en lutte inégale. Je vous invite à lire Liberté et capitalisme de Milton Friedman, et également sur les penseurs du monétarisme.
nous arrivons effectivement entre prédateurs et victimes. La tendance à l'accumulation du pouvoir économique, en peu de mains, a rapidement laissé dans l'oubli, je dirais, la société d'opportunités promise, générant une inégalité croissante dans la répartition des ressources. La violence qu'a représentée l'exploitation capitaliste sur les travailleurs, tant du point de vue de l'inégalité distributive que du point de vue, je dirais, des conditions de travail, et qui, finalement, s'est enchaîné, voire même, je dirais, s'est entraîné avec le temps. L'exclusion de millions de personnes qui resteront en marge du système, ce sont les exclus, qualifiés, je dirais, de marginalisés, qui souffrent de la violence du système capitaliste. Les exploités qui travaillent pour un salaire de misère en souffrent, ainsi que, je dirais, les divers échelons sujets à la pression de l'efficience économique. On a su mettre, par exemple, en concurrence les pauvres, en retirant l'outil au niveau souverain et national dans un pays de l'Europe du Nord. On a transféré l'outil dans un pays, je dirais, en voie de développement, et on a fait travailler la population comme des véritables esclaves pour un salaire de misère, et on a su mettre en concurrence, effectivement, le pauvre n'ayant plus de travail dans l'Europe du Nord, et le pauvre dans sa condition dans un pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Alors, en souffrent effectivement les victimes de l'usure, endettés pour la vie, et aussi les homo-consommateurs, ce que Ezra Pound définira effectivement plus tard comme étant l'homo economicus, dont la volonté est manipulée, bien entendu, ornée, chère à Guy Debord, par la marchandise ou par le spectacle, l'imposture du spectacle de la marchandise, ou manipulée plus exactement, ce qu'on connaît aujourd'hui, par la communication, anciennement appelée la réclame ou la publicité. Mais la violence générée par les systèmes économiques ne se limite pas à la violence exercée pour se maintenir par la force. Elle ne se limite pas non plus aux situations propres, je dirais, aux relations économiques. La violence s'exerce aussi lorsque l'exploitation irrationnelle détruit l'environnement et les ressources naturelles, contaminant et empoisonnant toute la planète. J'ai fait un audio ces derniers temps sur le Kerala, où comment cette population a su mettre hors d'état de nuire la société Coca-Cola, qui avait tendance à appauvrir les nappes phréatiques. Donc, effectivement, nous sommes dans le cas d'espèce d'un empoisonnement de toute la planète, au nom, je dirais, de l'appât du gain et de l'exploitation. Alors, la violence s'exerce lorsque les pouvoirs économiques s'approprient le pouvoir politique. Aujourd'hui, on sait pertinemment que les hommes politiques, ou plus précisément les présidents des pays du Nord, ne sont que, finalement, au fond, des VRP du système économique. Ils ne sont que des agents, on pourrait dire des fonctionnaires du privé. Alors, ils ont tendance à prostituer les institutions qui, soi-disant, avaient été créées pour garantir le droit des citoyens. La violence, bien entendu, s'exerce lorsque le pouvoir économique s'approprie les moyens de diffusion et les moyens de production et les utilise pour conditionner la subjectivité des personnes. Alors, comment approfondir ces deux aspects dans lesquels la violence économique est en relation intime, je dirais, avec deux types de violences qui sont en train de mener les sociétés à la banqueroute, voire même, n'ayons pas peur de le dire, à leur propre destruction. Alors, je prends par exemple, cas d'espèce, celui de, je dirais, des guerres et de la course aux armements, et l'autre, fondamentalement, celui de la violence sociale.
Alors, pour parler de la course aux armements, cette relation entre l'économie et la course à l'armement s'est transformée dans les derniers temps en cercle vicieux, dans lequel d'un côté les pouvoirs économiques cherchent à consolider leurs privilèges en appuyant ou en s'appuyant, je dirais, le pouvoir militaire sur le pouvoir militaire, pendant que d'un autre côté l'industrie de l'armement cherche à augmenter ses profits en alimentant les conflits. Vous voyez, l'exemple du Yémen actuellement, pour ne pas le citer. Alors, chaque année, il faut savoir qu'on dépense dans le monde près d'1 billion de dollars en armement, tant conventionnel que nucléaire. En termes, grosso modo, de coûts improductifs, drainage militaire est énorme. Actuellement, entre 15 et 20, je dirais, de chaque 100 dollars est dépensé par les gouvernements centraux et sont destinés à des fins militaires. Et cela, bien entendu, représente le triple des budgets de l'enseignement et 8 fois ceux pour l'habitat. Prenons par exemple la Chine a acheté 26 avions de combat à la Russie pour une somme d'argent qui aurait pu servir à subvenir aux besoins en eau potable pendant un an à 140 millions de personnes. Également, le Nigeria a acquis 80 tanks au Royaume-Uni, montant qui aurait pu servir à la vaccination de 2 millions d'enfants. L'Inde, également, a commandé 20 avions de combat MiG-29 à la Russie, pour une valeur qui aurait pu servir à assurer l'éducation primaire de 15 millions de petites filles qui ne vont pas à l'école là-bas. Il faut le reconnaître malheureusement, toute l'Inde n'a pas la dimension du Kerala. Alors, avec 2000 millions de dollars, au lieu de faire l'acquisition d'un sous-marin nucléaire de plus, on pourrait reboiser la Terre avec 5 millions de dollars, au lieu de fabriquer plus de bombes nucléaires. On pourrait fournir en eau potable une bonne partie du monde. Avec 2 millions de dollars, au lieu de mener une douzaine d'essais nucléaires, on pourrait faire reculer de manière, je dirais, profonde et significative la désertification. Nous avons les moyens aujourd'hui techniques. Pourquoi nous ne les mettons pas en œuvre pour essayer de lutter contre la montée du désert, contre le réchauffement, je dirais, de la planète? Alors avec 5 000 millions de dollars, au lieu de fabriquer 6 autres bombardiers nucléaires de type SILT, il serait possible de réduire la contamination atmosphérique avec 14 millions de dollars, au lieu d'envoyer des armes aux pays du Moyen-Orient. Il serait également envisageable, oui, de conserver le patrimoine et la nature et éliminer les déchets toxiques, au lieu de les envoyer dans des pays du tiers-monde et dont la population aurait à subir les effets par une complicité d'un pouvoir, je dirais, corrompu. Alors, ce ne sont que quelques exemples, je pourrais en citer d'autres encore, sur les problèmes générés par la pauvreté. Bien entendu, en y destinant les ressources actuellement destinées à la destruction de la vie. Bien sûr, ne soyons pas stupides, un tel changement dans l'utilisation des ressources ne sera pas possible tant que le pouvoir économique restera maître du pouvoir politique. Comme je l'ai toujours expliqué, si l'économique est adjacent au pouvoir politique, il est bien évident que le pouvoir politique n'est qu'un valet ou un bras séculier du pouvoir économique. Et nous aurons effectivement, en cas d'espèce, toujours une violence de la guerre et ce qui permettra de maintenir son pouvoir. Alors, effectivement, à ce sujet, on pourrait également mentionner les guerres et les pauvretés qui sont liées, qui sont des éléments inséparables, qui traversent chacun des pays dans lesquels se développent les conflits belliqueux, comme je viens de le citer précédemment, qui sont effectivement entretenus. Et ce n'est pas ce n'est pas un hasard si les endroits où s'installent les guerres sont ceux qui présentent les plus grandes misères.
Alors les intérêts à dominer les ressources naturelles et énergétiques sont le véritable moteur des confrontations. L'abondance des ressources naturelles qui existent en certains territoires, loin d'être exploitées au bénéfice de la population, bien entendu, motive, je dirais même finance la majorité des conflits. Alors, soyons un peu factuels, reprenons les chiffres. Un tiers de l'activité économique mondiale dépend du complexe militaro-industriel. Actuellement, l'ensemble des pays destinés plus d'1 billion de dollars aux dépenses militaires, ce qui représente 3% du PIB global. 1%, je dirais, de plus qu'au cours de l'année 2016. Les États-Unis représentent la superpuissance militaire sans rival, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui, d'une façon réelle et sérieuse, l'Union soviétique. Et continue, dépense de billions de dollars, dans ce qui est prévu selon les statistiques, dans les 5 prochaines années, un budget supérieur à celui de 14 pays qui le suivent depuis, prenons le cas factuel, puisque les attentats du 11 septembre ont eu au moins cet avantage de donner un chèque en blanc à George Bush pour augmenter les crédits militaires. Alors attention que les choses soient claires. Je dis qu'il a utilisé l'opportunité du 11 septembre. Je ne dis pas qu'il a fait le 11 septembre, que les choses soient claires. Je n'ai aucune information, parce que trop d'informations tue l'information. Pour moi, le 11 septembre, de toute manière, est une chose qui est inacceptable, et donc je condamne, quels que soient après les éléments qui ont été mis en place, je condamne toutes les formes d'éléments qui ont pu mener à l'assassinat et au meurtre d'individus. Que les choses soient claires. Bon, ceci étant, ce n'est pas le sujet. Alors, c'est à partir du 11 septembre que les États-Unis se sont convertis en machine de guerre et ces dépenses, comme je viens de le préciser, ont été augmentées à 11%. Également, les pays du G8, qui sont responsables de plus de 80% de toutes les ventes d'armes nouvelles qui se vendent aux pays pauvres, ces pays furent, je dirais, le principal marché de vente d'armes durant la période de 1997 à 2001. Et le plus grand vendeur d'armes du monde fut les États-Unis, avec, je dirais, le ratio de 45% du total exporté, me semble-t-il. Alors, il y a eu au moins 90 entreprises armées de mercenaires, recensées dans les sièges de 15 pays et des opérations dans 110 nations de par le monde. Et depuis 1994, le département de la défense des États-Unis a souscrit à plus de 3000 contrats avec 12 entreprises militaires privées qui ont leur siège aux États-Unis, bien entendu, et la valeur totale de ces contrats, incluant les organisations de mercenaires, qui dépassaient les 300 millions, je dirais, de dollars. Alors, toute cette information que j'ai essayé de mentionner, et à titre d'exemple, bien entendu, pour illustrer, je dirais, l'amplitude d'un problème dont la résolution est très complexe, dans la mesure où les peuples ne prennent pas conscience, je reviens encore là-dessus, conscience de classe, conscience de son propre intérêt, conscience de son outil, conscience de sa nation, conscience, bref, de son destin. Alors, effectivement, si les populations ne prennent pas conscience de la direction dans laquelle évoluent les choses, et la responsabilité qui leur incombe, aujourd'hui, il existe un immense arsenal atomique de 30 000 engins nucléaires, capables de détruire plusieurs fois la planète, et aujourd'hui, il est possible, je dirais, de transporter dans un attaché-caisse une bombe 10 fois plus puissante que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. Car n'oublions pas que la technologie est avant tout mise au service du militaire. Alors, il est aujourd'hui plus que jamais urgent, je dirais, que la clamer, je dirais, comment je pourrais expliquer ça, urgent que les populations, je dirais, clament
haut et fort et exige un désarmement nucléaire immédiat. Bien entendu, cela doit commencer par les populations qui sont au sein de ceux qui possèdent les plus grands arsenaux et qui ont tendance à le produire. Alors, il est très difficile ensuite de savoir comment mettre les choses en place, et je le reconnais, car cela doit concourir à une politique commune. Et cela ne peut se faire que dans la conscience des peuples. Bien évidemment, je ne suis pas naïf, cela ne passe pas seulement pour freiner l'entrée de nouveaux membres dans le Select Club atomique, mais qui passe fondamentalement, je dirais, par une réforme des mentalités, par le désarmement complet des vieux membres, et les grandes puissances, je dirais, le problème réside en ce que, précisément, bien des intérêts économiques liés aux grandes puissances s'appuient sur la puissance militaire. Je ne suis pas stupide là-dessus, j'ai bien compris. Mais il est clair que nous ne pouvons pas espérer que ceux qui trafiquent et qui commercent avec la mort, ni que ceux qui sont capables de bombarder des peuples entiers pour conserver un puits de pétrole, prennent l'initiative du désarmement. Ne soyons pas naïfs. Ce sont les peuples eux-mêmes qui doivent réfléchir au type de gouvernement, ou même au type de gouvernants, qu'ils appuient, et c'est là où vient la problématique. Alors, nous en arrivons effectivement à ce que je qualifierais comme étant le fondamental, qui est effectivement le capitalisme dans la violence sociale. Pour qu'il y ait cette violence, il faut qu'il y ait des leaders qui, bien que propres sur eux, soient d'une violence inouïe et une certaine, je dirais, détestation des populations par le biais de la culpabilité. Et cela, bien entendu, doit être fomenté à la haine et un ressentiment dans un certain secteur de la population. Alors la différence, c'est que moi je ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'antiracisme, car l'antiracisme est au sociétal ce que le socialisme est à la lutte des classes. Je pense que beaucoup de partis de gauche se sont orientés sur l'antiracisme, sur le sociétal, pour oublier bien entendu le social. Il n'y a pas un problème, je dirais, de racisme à proprement dit, quand un individu de couleur différente, ou même de religion différente, est riche, il est bien intégré dans la société capitaliste. En tout cas, il est respecté. Mais quand il est de couleur différente et pauvre, il devient, je dirais, une cible. Donc je mets toujours en avant le problème de la dimension de classe. Bien entendu, il y en a d'autres qui exacerbent, je dirais, la discrimination entre ethnies ou en classe sociale, mais pour servir la problématique de l'ethnicisme, pour se catapulter vers la prise du pouvoir. Et cette combinaison létale entre leaders autoritaires et secteurs sociaux mis en confrontation a provoqué, je dirais, bien des excès, et même dans certains cas des génocides. Mais même si on n'arrive pas à ce type de confrontation organisée, soyons plus, je dirais, plus réalistes, dans beaucoup de ce qu'on appelle les démocraties actuelles, la déstructuration sociale est un bouillon de culture pour toutes sortes de violences. Il est clair que la violence économique joue un rôle très important, voire primordial, pour renforcer cette situation. Quand on analyse les facteurs de discrimination entre ethnies qui cohabitent dans un pays,
nous observons, je dirais, que les différences créées par la couleur de peau, par la religion, par les coutumes, se renforcent de part et d'autre. D'un côté, le communautarisme qui se renforce, où cela devient cheval de Troie, et le racisme de l'autre côté qui se renforce également. Et quand elles coïncident avec les fragmentations créées par la situation économique, c'est le véritable chaos. Alors, bien des aspects du style de vie de certains immigrants ont une relation directe avec leur situation économique précaire, avec le type de travaux qu'ils doivent réaliser pour survivre. Ceci les place dans une situation de différenciation avec d'autres secteurs de la population. Et de cette différenciation alimente généralement la discrimination réciproque. Il arrive aussi, à l'inverse, que des secteurs déterminés d'immigrants obtiennent une meilleure situation économique que d'autres, et la discrimination et le ressentiment de la part des moins favorisés augmentent. La discrimination vers le haut ou vers le bas, d'une façon verticale, générée par l'inégalité économique, au-delà du fait que les couches sociales coïncident ou non avec, je dirais, des différences ethniques déterminées, n'est pas un phénomène nouveau dans le système capitaliste. Marx disait lui-même que quand un peuple est en lutte, il faut utiliser une armée de réserve, qui n'a pas la dimension de la lutte, il n'a pas l'histoire, les us et coutumes et la culture. Prenons le cas par exemple de l'économie mixte, ce qu'on appelle les founding fathers des États-Unis, qui établissaient le capitalisme sur une soi-disant nature humaine, où il existait des inégalités innées, et l'autosélection des meilleurs devait placer ceux-ci au pouvoir. Par exemple, certains soutenaient que le pouvoir reposera sur le droit de propriété qui se trouve en légitimité ou même légitimé, je dirais même, par la diversité de facultés individuelles. Le gouvernement aura pour but, me semble-t-il, de protéger cette distribution inégalitaire de la propriété, et qui trouve par conséquent justifiée par cette nature même, ce que j'appelle cette même nature humaine. Et déjà même à cette époque, on justifiait idéologiquement une société individualiste, où il n'y aurait que des gagnants et des perdants, des gens qui échouent et des gens qui triomphent. Et bien finalement, au fond, aujourd'hui, on peut en mesurer, sous le prisme de la réussite économique, des éléments factuels. Pour un employé, le sans-emploi est un feignant. N'oublions pas que pour certains pays anglo-saxons qui ont cette notion du protestantisme aussi également, comme disait Max Weber, être pauvre, dans une certaine analyse ou interprétation protestante néo-américaine, c'est d'être feignant. Pour un cadre employé, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, quand on hiérarchise, pour un cadre, l'employé est un perdant incapable de grimper, n'ayant aucune ambition. Même s'il est handicapé, même s'il est faible, même s'il n'est pas fait pour la concurrence, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour la concurrence. Et pour un chef d'entreprise, les gérants sont des chiens fidèles, incapables de s'ouvrir un chemin par eux-mêmes. Alors, un système économique qui s'appuie sur de telles valorisations ne peut que générer une violence sociale, une jalousie et une haine. Et si cette violence ne se canalise pas derrière, je dirais, un nouvel ordre, pas mondial bien entendu, mais un nouvel ordre social, de leaders violents, et ben finalement au fond cela se canalisera de manière désordonnée à travers la délinquance, le rapine, la corruption, la tricherie, et pour certains,
au niveau privé, la drogue, du suicide, ou même une certaine forme de confrontation sociale. Entre-temps, les médias qui sont aux ordres, bien entendu, et dûment rachetés par une poignée d'affairistes, se chargent de montrer à la population quels sont les modèles de vie à suivre, en lui proposant un paradigme imaginaire, et surtout quel type de produits on doit consommer. Et le résultat que l'on obtient dans la vie réelle, une poignée d'imbéciles qui croient obtenir le triomphe parce qu'ils ont réussi à rassembler, ou ils ont réussi, je dirais, à être en phase avec ces modèles imposés. Et des millions de frustrés qui se sentent, je dirais, laissés sur le bas-côté de la route, ou plus exactement, pour employer un terme économique, restés hors course. Alors, il y a sûrement des gens pour croire qu'un bon moteur pour le progrès social, c'est l'expectatif de chacun pour grimper à l'échelon suivant. Le sans-emploi essaiera d'être comme l'employé comme le gérant comme le chef d'entreprise. Et est-il possible que dans certains cas, les choses aient fonctionné de la sorte, quand on sait que finalement, au fond, comme disait Bergson, l'élément est cloisonné. Mais on a oublié au moins deux facteurs. Et le plus important, que l'être humain est quelque chose de beaucoup plus profond. Comme je le dis souvent, une mécanique complexe. Et quand je dis complexe, plus complexe qu'un simple acteur économique. L'autre facteur, c'est qu'en outre, je dirais que la propre tendance du capitalisme vers la concentration le convertit en une course frénétique, voire effrénée, où quelques-uns gagnent, et n'ayons pas peur de le dire, la majorité perd. Car pour un Zidane dans une équipe de foot, combien de parents ont amené leurs enfants le lendemain d'un triomphe au niveau de l'international ou mondial? Je suis pas tellement footeux, donc. Mais en tout cas, pour un Zidane sorti, des milliers sur la plaque. Et si le moteur du système était la promesse d'un avenir de réussite économique, cet avenir s'est fermé de plus en plus, c'est cloisonné. Nous avons des nombres de plus en plus restreints de ceux qui sont les détenteurs, entre guillemets, du monde. Alors, on a réussi à convaincre les gens que le sens de la vie, c'était la réussite économique, car souvenez-vous, dans les années 80, quand des réunions de jeunes cadres avec de chefs d'entreprise aux États-Unis, les gens se présentaient avec un petit post-it sur le veston en précisant le KF et le salaire que l'individu avait prétention de faire. Monsieur Steven, enchanté, tant par mois. Alors, revenons à la réalité. Et comme cela n'est pas valable pour de rares élus, la vie perd son sens pour la majorité. Autrement dit, le système capitaliste vide les gens à l'extérieur, mais bel et bien à l'intérieur. Et bien sûr, ce sont, je dirais, ceux qui réussissent, qui sont aussi vidés de l'intérieur. Car, n'ayons pas peur de le dire, un vrai dirigeant qui a des connaissances psychologiques sur la gestion d'individus, de groupes humains, et qui est capable de ramasser un travail colossal, à avoir le nez sur des rapports pendant des heures et des heures, et qui reste très longtemps le soir au bureau. Que reste-t-il de sa vie privée? Alors, il est évident aussi qu'échouer dans cette course de la stupidité devrait finalement être réconfortant et nous ouvrir même une voie au véritable sens de la vie. Mais tant que dure l'hypnose, les échecs non acceptés se transforment en dépression, ressentiment, envie et soif de revanche par n'importe quel moyen, quitte à utiliser effectivement
des moyens illégaux, et cela se traduit, je dirais, par des violences de toutes sortes. C'est comme s'il n'existait pas, prenons ce cas d'espèce, c'est comme s'il n'existait pas une guerre civile non déclarée. Nous sommes en guerre, mais il n'y a pas de guerre. Vous savez, c'est un peu comme dans certains pays où il n'y a plus besoin de guerre civile. Je dirais que les autoroutes et la conduite irresponsable des automobilistes remplacent le chiffre qui aurait pu être les conséquences d'une guerre. Bref, le taux de morts sur les routes sont à l'identique des taux de morts dans une guerre. Vous voyez à peu près la façon que les choses peuvent être expliquées. Alors dans les guerres, les valeurs se renversent. Il n'y a pas d'amour, pas de compassion, pas de respect, je dirais c'est la force du plus fort, pas de code de convivialité, et tout se justifie dans la lutte contre l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a plus que moi, parce que je le rends coupable de ce que je n'ai pas. L'ennemi, c'est celui qui a moins que moi, parce que je sens qu'il me guette. L'ennemi, c'est celui qui a autant que moi, parce que nous sommes en concurrence et que je ne me permettrai pas qu'il prenne l'avantage sur moi. Et contre l'ennemi, tout est bon, la trahison, la spoliation, le vol, le fait de déballer sa vie privée, le crime, l'exploitation et l'indifférence devant sa souffrance. Ça ne vous rappelle rien ? Nous avons tous ces éléments dans certaines relations humaines sans qu'il y ait un intérêt quelconque. Alors, je dirais que c'est ainsi que la délinquance ne se sent, je dirais, pas du tout étrangère au monde dans lequel nous vivons, mais le délinquant, finalement, est dédouané. Il n'est plus un délinquant, mais se considère comme un justicier qui prend la société, ou qui prend à la société ce qu'elle lui refuse. Et celui qui est ceux qui ont plus ne se reconnaît pas plein de ressentiment. Il sent qu'il se fait justice avec sa haine, le système, le paradigme imaginaire du capitalisme lui donne, je dirais, la légalité. Bref, il lui donne une sorte de blanc-seing éthique. Et celui qui méprise les perdants est convaincu qu'ils sont inférieurs et non que ce qu'ils méritent. Chacun conforme son échelle de valeur en accord avec sa propre violence interne. Et c'est la fonction de cette violence qu'il projette, sa violence à l'extérieur. Et cette violence, dans la mesure où les personnes arrivent à la maintenir à l'intérieur du système, se canalise généralement à l'intérieur des rails légaux. Et la violence s'exerce sous l'emprise de lois. Mais la mesure, de plus en plus, les gens sont poussés en marge du système, la violence considérée illégale augmente. Les débordements de la répression qui s'ensuit, qui réalimentent le cercle vicieux de la violence qui augmente, voire qui croissent. Elles croissent d'une façon, je dirais, empirique. Alors, bien entendu, la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Comment briser ce cercle vicieux de la violence ? Il est bien évident que ce ne sera pas en changeant un aspect partiel de la société. Et c'est en cela que, finalement, au fond, beaucoup ont cru à une certaine réforme, mais ces réformes ne sont pas assez, je dirais, assez positives. Car vu l'étendue du mal, elles ne seront que diluées et renforcera effectivement le système. Et comme c'est un aspect partiel de la société, comme l'aspect économique, que l'on résoudra le problème de la violence.
il est nécessaire que se produise une transformation intégrale de l'être humain, un changement de sensibilité et de valeur qui, ma foi, générera en conséquence un autre type de société. Et dans cet autre type de société, un type d'économie sera possible. Car souvenez-vous, je vous l'ai dit dans des audios précédentes, le capitalisme n'est pas seulement, un outil économique, c'est aussi un mode de pensée, un mode de fonctionnement, un mode de dialogue. Alors, mais il est certain que c'est en avançant dans la compréhension de notre propre violence que nous pourrons avancer vers une société non violente, ou du moins maîtrisant cette violence. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que notre organisation sociale est soumise à une violence économique parce que le système économique est violent en soi aujourd'hui? Et je viens de l'expliquer. Alors certains voudraient justifier cette violence économique à la lumière du capitalisme en disant que ce système est violent parce que telle est la nature humaine. Alors tout cela, bien entendu, concourt à une conception, comme je viens de l'expliquer, de la nature humaine. La nature humaine, chez les socialistes, considérée comme étant bonne à l'origine, est corrompue par le système. Et chez les capitalistes, ils ont également cette réciprocité avec le fascisme, qui est que la nature humaine est mauvaise, qu'elle est violente par nature, et qu'il faut finalement, au fond, la laisser s'exprimer. Alors pour les socialistes, ce que j'ai pu constater, on croit que la nature humaine est immuable. Au contraire, je pourrais même affirmer que c'est l'intentionnalité de l'homme qui fait évoluer les sociétés et qui fera le monde, je dirais que le monde d'une manière générale, échappera finalement à ce piège de la violence. Il n'est pas possible que la société change si les personnes ne changent pas simultanément, c'est-à-dire ensemble. Et de la même manière, il n'y aura pas de changement véritable chez les personnes si celles-ci ne s'occupent pas de changer les sociétés. Et si chacun de son côté, en disant « moi, ma société va bien, et je estime que je n'ai pas à changer et garder finalement mon mode de production et mon mode d'agression à l'égard des autres », il est bien évident que je ne suis pas stupide. Si certains ont décidé de changer, pour le bien commun, il est bien évident que les autres, ne voulant pas changer, auront toujours la suprématie. Alors il y a des gens pour soutenir que le capitalisme, malgré ses injustices, est l'unique système qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut l'entendre, parce que l'individualisme et l'ambition sont les moteurs du développement dans ce système, et qui font partie d'une nature humaine qui ne peut pas changer. Ils affirment que la solidarité peut être en théorie très intéressante, mais que dans la pratique, elle ne mobilise pas la plupart des gens, et que, parfois de conséquence, aucun système économique qui la prendrait pour fondement n'aurait d'avenir. Ça, qu'est-ce qu'on a pu l'entendre? Or, aujourd'hui, quand on voit la solidarité d'un village ou la solidarité des individus, cela a tendance à me faire penser le contraire. Et même certains parmi nous affirment qu'un changement de sensibilité est en train de se produire et que la recherche de nouvelles valeurs fera que l'intentionnalité de l'homme finira par transformer ce système violent et inhumain par la nécessité, car acculé au pied du mur. Bien entendu, je voudrais quand même préciser que si on jette un rapide coup d'œil à la direction où nous mènent les forces de l'économie et de la violence, nous verrons à l'horizon souffrance et destruction. Voulons-nous continuer encore pour qu'un faible nombre d'individus se contentent et se gargarisent
du monde dans lequel ils vivent, et non plus absolument les pieds sur terre par rapport à l'ensemble de l'humanité, ou essayons-nous, tout à chacun, de changer notre vision du monde. Bien entendu, je ne rêve pas, la débauche de la consommation irrationnelle, au lieu du développement rationnel, pousse le monde aux désastres écologiques, à la destruction de l'environnement, à la pollution de l'air et de l'eau, à l'épuisement, je dirais à l'épuisement, n'ayons pas peur de mots, mais à l'épuisement des ressources naturelles. La compétition féroce globalisée pour fournir une main-d'œuvre bon marché aux multinationales continuera à faire baisser la valeur des salaires et à augmenter le chômage et la marginalisation, n'ayons pas peur de le dire. Et il ne manquera pas, je dirais, que quelqu'un en rejette la faute sur la Chine, sur l'Inde, sur la Russie, voulant s'industrialiser sur des immigrants, nous prenons le travail, augmentant ainsi la violence discriminatoire. Alors, la lutte pour les ressources, je dirais, énergétiques, non renouvelables, fera que l'on continuera à envahir inexorablement des pays et à faire pression sur des gouvernements par le biais de la corruption et surtout sur n'importe quel prétexte. Les conséquences destructives d'un tel comportement sont déjà visibles. Nous n'avons pas, je dirais, encore vu le pire. Je pense que le pire est à venir. Et le risque de l'utilisation des armes atomiques est plus grand aujourd'hui que pendant la guerre froide. On le voit bien. Alors, le grossier dénigrement fait qu'à certaines cultures et religions, dans le but de dégrader la victime, de la déshumaniser pour mieux l'agresser, pour justifier le bourreau, afin de contrôler des ressources stratégiques, augmentera les conflits, je dirais, par le choc entre différentes cultures, chères à des interprétations un peu fallacieuses de Samuel Huntington. Le terrorisme, sous toutes ses formes, augmentera progressivement, et dans la mesure où continuera à être alimenté par le ressentiment, et il sera chaque fois plus, je dirais, sans discernement, et par conséquent, rien ni personne ne sera à l'abri. Dans la mesure où le chômage et la marginalisation avancent, c'est la direction que suit ce processus, la violence dans les sociétés ira croissante, débordant toute tentative de sécurité. Et encore une fois, la sécurité également se nourrira de violence pour vendre ses produits. Alors, ce sont seulement là je dirais quelques indicateurs qui nous montrent effectivement que nous allons au désastre. Et je pense que les désastres qui sont annoncés, si nous ne changeons pas d'orientation, sont inévitables. Souvenez-vous, il y a un certain temps en Argentine, nous avons eu un tout petit échantillon. Et nous avions vu que finalement, si nous ne sortions pas du modèle économique de convertibilité, nous irions au désastre. Et bien sûr, personne n'a voulu écouter. Fin 2001 se produisit le grand désastre économique de l'histoire de l'Argentine, et maintenant tout le monde s'écrie heureusement que ce modèle économique est tombé. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors est-ce que dans quelque temps les peuples se retourneront sur leur passé, étonnés d'avoir vécu et alimenté ce système déshumanisant? Et quelle magnitude devra avoir le désastre pour que les choses changent? Et changeront-elles pour le meilleur ou pour le pire? Alors, certainement, dans certains cercles de pouvoir, ils doivent rêver que la direction dans laquelle vont les choses conduise à un équilibre naturel. Encore une fois, ces gens n'ont plus les pieds sur terre. Et je tiens encore une fois à le préciser.
En accord, bien entendu, tout cela en accord avec les théories de Malthus. On pense sûrement qu'après une crise nécessaire, grâce aux guerres et aux famines, la population diminuera, c'est ce que Raymond Barre appelait dans les années 80 l'écocratie, et les survivants parviendront à un équilibre social propre à la littérature, n'ayons pas peur de le dire, orwellienne. Et les survivants pauvres seront contenus dans un nouvel apartheid global, et les survivants riches contrôlant tout depuis leur bunker de luxe. Un film illustrant ce que je viens d'expliquer est assez intéressant, c'est Le Soleil Vert avec Charlton Heston. Je vous invite à aller le regarder, vous verrez que c'est assez... Pour un film qui a été fait dans les années 70, c'est un film qui est assez révélateur. Alors, d'autres, bien entendu, préféreront rêver à un final de cinéma dans lequel une révolution avec un drapeau au vent met fin au règne des mauvais. Et de nombreux autres ne veulent simplement pas y penser, en ayant le nez sur le guidon, supposant que les choses se régleront d'elles-mêmes et que le statu quo sera maintenu. Et que finalement, au fond, ils ne seront jamais touchés personnellement par le chaos à venir. Alors, je pense que nous sommes certains à croire que pour inverser cette direction destructive, il faut faire tout notre possible pour accélérer la compréhension collective du phénomène. On doit arriver à ce que chaque fois plus de gens cessent d'alimenter le vieux cercle vicieux de la violence et fassent pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leur politique. Faire pression sur le désarmement, faire pression pour la non-violence, faire pression pour une certaine forme de démocratie retrouvée, faire pression pour le changement du système économique, qui est aujourd'hui le système qui doit être travaillé en numéro 1. On pourrait penser que l'être humain est encore très loin d'y arriver, même au niveau de sa compréhension nécessaire pour pouvoir corriger le cap que prennent les choses. Et effectivement, au-delà de l'accord intellectuel de beaucoup avec ces thèmes, le piège de l'individualisme nous mène à l'impuissance et, je dirais, à la désillusion. Il suffit d'interviewer des gens dans la rue pour leur dire « Mais écoutez, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Je suis tout seul. » Donc vous voyez, la désillusion par le fait de constater un état d'individualiste qui n'a peut-être pas choisi, mais dont il comprend être victime. Mais même si notre regard n'était pas, je dirais, superficiel, on peut constater qu'il s'internalise dans ce qu'il a de profond chez l'être humain. On pourrait même voir qu'au-delà des processus sociaux et des variables économiques, il y a un processus interne millénaire dans chacun des êtres humains et dans toute l'espèce. Ce processus suit une direction évolutive qui ne pourra être arrêtée, ni par 4 puissants habillés, je dirais, en Rambo, mercenaires, ni par 4 rapaces de la spéculation bancaire, ni par 4 formateurs d'opinion obséquieux, et ni même par des millions d'indifférents occupés à leur insignifiante petite vie individuelle. Parce que l'indifférence commencera à faire souffrir, comme font souffrir les chaînes jusqu'à qu'on ait la force de s'en libérer. Comme les chaussures gênent l'enfant qui grandit. Pour cet, je dirais, nouvel être humain qui est en train de naître, les vêtements de ce système inhumain commenceront à être trop petits, voire inconfortables. Et dès lors, les vieux et grossiers désirs ne le motiveront plus. Et tant que cette doxa fait rêver, et que les gens n'ont pas conscience du cauchemar qui est drainé avec, effectivement, le système a encore de beaux jours. Alors,
À un certain moment, chaque fois, plus de personnes éprouveront de la répugnance pour leur propre obséquiosité, leur soumission, leur ambition et leur violence, et de reconnaître effectivement que leur système représente, même pour ceux qui en représentent les avantages, de dire que je vis dans un monde avec les autres. Les désirs finalement au fond grossiers perdront de leur charme parce que la souffrance qui leur correspond deviendra insupportable. Et on trouvera même la tranquillité seulement dans la redécouverte de l'être humain, avec ses véritables nécessités, avec l'envol de son esprit réconforté. La solidarité sera plus agréable, sera même volontaire, vis-à-vis de l'égoïsme. La communication que la compétition, la satisfaction des nécessités que la consommation, l'amitié et finalement au fond que la violence. Car tout individu aspire à ce que je viens de citer. Alors les marchands d'ordures n'auront plus de clients, les maîtres chanteurs n'auront plus de faibles à faire chanter, les violents n'auront plus personne pour les suivre, ni pour les craindre, les menteurs n'auront plus personne pour les croire, rien de ce système ne restera debout quand s'élèvera le désir. Et ce que j'espère, et je caresse, sera et arrivera inévitablement, parce que nous ne sommes pas un bolide qui tombe, mais une brillante flèche qui vole vers les cieux. J'aime cette expression, et souhaitons que les désastres ne soient pas nécessaires, que le rejet du système actuel s'accélère. Espérons que la croissance interne de l'être humain affaiblisse les fondements de ce piège mortel, qui est en fait un simple outil qu'il a su créer, un jouet, qui à tout moment, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit en avoir la maîtrise et le choix de le détruire. Bien sûr, il est clair que tout ceci est très difficile à expliquer à partir des théories économicistes, je le conçois, pour lesquelles il apparaîtra sans doute peu sérieux de mélanger l'objectivité des thèmes de l'économie avec la subjectivité des thèmes de l'esprit. Mais je pense que c'est à beaucoup d'individus de traduire, de faire une dichotomie et de simplifier afin de faire comprendre aux autres que nous allons dans le mur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Cela a été un peu long, mais ça en valait la peine. Donc, violence dans le capitalisme. Je me suis basé sur un ouvrage, mais j'ai trouvé très intéressant. Et je vous remercie de m'avoir écouté pour cette chronique, et je vous dis à la prochaine chronique.